J'espère que vous allez bien. Si c'est possible de nous indiquer via l'espace clavardage que vous nous voyez bien, nous entendez bien. Oui, donc parfait. Alors, bienvenue à cette conférence aujourd'hui donnée par Écohabitation en collaboration avec Architecture sans frontières. Donc, aujourd'hui, on va discuter de prévention des inondations, plus particulièrement comment adapter les entrées en contrepente. Je me présente, mon nom est Julie Paquin, je suis chef du secteur formation chez Écohabitation. Je vais plus tarder, je vous laisse au bon soin de ma collègue Alicia Ruel qui va prendre le relais pour cette conférence. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci Julie, il faudrait peut-être juste mettre le PowerPoint. Oui, voilà, super. Donc, bonjour à tous. Comme ma collègue mentionné, aujourd'hui, on va vraiment parler de la prévention des inondations, particulièrement comment adapter votre entrée en contrepente. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter différentes mesures de résilience que vous pouvez mettre dans votre bâtiment pour résister mieux aux inondations, en fait. Et on va vous présenter les résultats d'un projet pilote qu'on a fait au printemps dernier à Montréal. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, premièrement, on va faire vraiment état de la problématique. Donc, on a une situation particulière, là, on a plusieurs habitations qui ont des entrées en contrepente et qui se trouvent dans des points bas du territoire. Donc, quand il y a une inondation, évidemment, l'eau s'accumule dans ces points bas-là. Et bon, les inondations sont inondées à répétition. Donc, on va faire état de la problématique. Ensuite, on a un citoyen avec nous là, du quartier Ville-Marie à Montréal qui va parler de sa situation à lui. On a testé une des mesures justement chez lui là, au printemps dernier. Donc, il va faire état de sa situation et c'est quoi les avantages suite au projet pilote. Ensuite, le cœur de la présentation, c'est vraiment les mesures de prévention. Donc, il existe une multitude de mesures de prévention, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les portes étanches et le comblement des entrées en contrepente. Et finalement, on va parler des ressources et subventions qui sont disponibles pour vous là, pour réaliser vos projets. Et comme on a dit, on va avoir une période de questions à la fin du webinaire. Donc, je me présente, je m'appelle Alicia Ruel, je suis ingénieure en bâtiment et je travaille depuis près de 3 ans chez Écohabitation. Et depuis 2022, je travaille en partenariat avec la Ville de Montréal pour analyser et tester des mesures de résilience aux inondations. Et justement, je travaille avec Rémi Aff à la Ville de Montréal qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de l'environnement urbain et depuis 2011, il est rattaché au service de l'eau. Ensuite, on a, comme je vous le disais, un citoyen du quartier Ville-Marie, Pierre Martin, qui a accepté là, de venir vous présenter sa situation aujourd'hui. Vraiment là, parler de son expérience là, depuis, il est résident depuis 30 ans en fait dans le quartier Ville-Marie. Là, donc, il en a vu plusieurs des inondations, donc il va vous parler de ça. Et ensuite, notre dernière conférencière, c'est Hélène Levasseur. Je vais passer la parole à Hélène, justement. Merci, Alicia. Alors, bonjour, je m'appelle Hélène Levasseur, je suis directrice recherche et éducation chez Architecture sans frontières. Je suis aussi responsable de l'initiative Cohabiter avec l'eau. En fait, c'est un programme de résilience aux inondations qui est en cours depuis 2020 chez ASFQ. Alors voilà, aujourd'hui, je vous présente globalement le projet et je vous présente aussi dans quel contexte il s'insère. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est offert dans le cadre d'un très grand projet qui est appelé Cohabiter avec l'eau, boîte à outils pour la construction résiliente aux inondations. C'est un projet qui a été élaboré par Architecture sans frontières et ses nombreux partenaires. C'est aussi un projet qui a été subventionné grâce au cycle Bâtir pour l'avenir du défi d'offre de logement de la Société d'hypothèque du Canada. Donc, le défi soutient des projets qui favorisent la préservation de l'offre de logement au Canada. Donc, dans ce contexte-là, Architecture sans frontières coordonne et s'associe à plusieurs équipes dont les travaux visent un but commun qui est d'accélérer l'adaptation du cadre au bâti. Dans ce projet-là, notamment, on va favoriser et mettre en valeur plusieurs initiatives qui vont éviter les professionnels à développer leurs compétences. Il y a là, je pense, une super belle opportunité d'affaires. Puis aussi, on va sélectionner des initiatives qui vont inciter les citoyens
à mettre en œuvre différentes mesures d'adaptation pour avoir un chez-soi adapté au risque d'inondation. Donc, ce webinaire-là, c'est le premier d'une série qui abordera d'autres aspects d'adaptation du bâtiment. Aujourd'hui, on va contribuer au projet à la valorisation du projet réalisé par Écohabitation et la Ville de Montréal. Donc, rapidement, pour adapter une entrée en contrepente, je veux mettre en valeur différentes manières de le faire. Donc, c'est sûr que le premier réflexe va toujours être de réduire au maximum la quantité d'eau qui va avoir accès à un bâtiment, donc en résistant. Donc, on peut parler de portes et fenêtres étanches, on peut parler aussi d'eau d'âne, donc différents types de barrières qui vont ralentir l'arrivée d'eau vers le bâtiment. On peut ensuite atténuer la quantité d'eau qui va rejoindre le bâtiment en favorisant différents aménagements paysagers comme le comblement, les jardins pluie, les bassins de rétention. D'autres mesures aussi que je souhaite soulever, c'est comment mieux accueillir ou mieux vivre avec l'eau. Donc, peu importe la mesure ou la stratégie qui est adoptée, il y a toujours un risque résiduel d'entrée d'eau dans un bâtiment. Donc, on va faire la promotion de la construction résiliente. Donc, comment construire un mur, comment construire un plancher qui pourrait mieux résister si l'eau venait à entrer dans un bâtiment. Aussi, comment protéger les équipements dans un bâtiment, comment aussi revoir la manière dont le réseau électrique est fait dans un bâtiment pour diminuer la vulnérabilité et l'exposition des composantes. Alors voilà, je vais redonner la parole à Rémi Alph du service de l'eau de la Ville de Montréal pour qu'il puisse vous expliquer et mettre en contexte le projet qui a eu cours l'été passé. Merci à vous. Merci Hélène. Bonjour tout le monde. Donc, Rémi Alph, je travaille au service de l'eau depuis 13 ans environ. Depuis, ma principale fonction est de travailler sur les mesures d'adaptation face aux pluies intenses, mais des mesures hors réseau, donc qui visent principalement le domaine privé. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a développé un projet avec Écohabitation. Puis on collabore aussi avec Architecture sans frontières et d'autres organismes pour essayer vraiment de développer des mesures qui soient pérennes, efficaces, qui ne soient pas trop coûteuses, parce que malheureusement, c'est jamais des solutions facile et qui demande quand même un certain financement. Donc, juste vous rappeler, je vais mettre une petite mise en contexte parce que c'est important. Là. Donc, on le voit bien, hein, les pluies intenses puis les dommages que ça cause, ça fait de plus en plus, on voit ça de plus en plus dans l'actualité récente, là, dans les dernières années, là. Du fait des nombreuses situations d'urgence, du grand nombre de personnes qui subissent des dommages importants. Les villes sont très conscientes de ça. Les élus sont interpellés dans les conseils de ville, conseils d'arrondissement de plus en plus souvent. Les citoyens souhaitent avoir des réponses rapidement. Puis je peux vous dire que pour les administrations municipales, l'adaptation au changement climatique, notamment face aux événements climatiques extrêmes, c'est vraiment une priorité, mais il n'y a pas de solution miracle qui réglerait les cas facilement. Les causes sont multiples, puis malheureusement, les moyens financiers des villes sont quand même relativement limités. D'autre part, j'attire votre attention sur le graphique qui montre un peu les dernières pluies torrentielles qui ont causé certains dommages dans différents secteurs de la ville. Dans les 3 dernières années seulement, écoutez, on a une augmentation de la fréquence d'événements vraiment qui dépasse largement les capacités de notre réseau. Puis on le voit pas seulement à Montréal, on le voit dans toutes les villes. Ce genre d'événement-là va être de plus en plus fréquent, puis c'est irréaliste de penser qu'on va pouvoir gérer de telles pluies uniquement sur des mesures sur le domaine public via un réseau souterrain. On fait beaucoup d'efforts, notamment pour essayer de diriger l'eau vers des parcs et d'autres endroits à moindre risque. Mais écoutez, on voit très bien dans le graphique, souvent ce sont des pluies intenses sur une période de 30 minutes à 2 heures qui causent le plus de dommages. Puis aussi, ça, c'est des épisodes orageux, tu sais, des flash floods, souvent qu'on appelle. Mais on a le cas aussi qu'on commence à voir comme la tempête Débit du 9 août dernier, là, qui non seulement a été très intense, mais a été très longue, puis qui a fait très, très mal, surtout sur la partie nord de la région métropolitaine, là, avec presque 200 mm de pluie au total. Puis juste
J'écoutais les nouvelles ce matin, là, ce qui se passe à Valence. Là, ils ont reçu 500 mm de pluie. Là, donc, puis il y a eu plus de 60 morts. C'est vraiment tragique. C'est le genre de choses qu'on craint énormément. Puis on se rend compte que malgré tout ce qu'on fait sur le réseau, on ne pourra pas y arriver. Il faut vraiment que les gens adaptent leurs bâtiments, réduisent la vulnérabilité de leurs bâtiments parce que juste pour quand on redimensionne, on surdimensionne le réseau d'égouts dans un secteur qui est considéré à risque, ça coûte des millions de dollars pour souvent une centaine ou 200-300 bâtiments. Puis ça peut. Donc, si on répartit ces coûts par les bâtiments desservis, ça revient des fois à 50, 100 000, 200 000 dollars par bâtiment. Ça coûte très cher. Puis, comme je dis, il y aura toujours des pluies qui vont dépasser les capacités augmentées de ce réseau-là. Donc, nous, à Montréal, on avait même calculé qu'en doublant les investissements dans le réseau, ça coûterait 6 milliards de dollars. Puis tout ce que ça ferait, c'est de maintenir le même niveau de service actuel, donc de subir le même nombre d'inondations, mais d'éviter d'en avoir un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est techniquement et financièrement irréaliste, sans compter toute l'histoire des cônes oranges, puis des travaux qui s'échelonnent sur plusieurs années, donc qui créent beaucoup aussi de frustration chez les gens. Donc, il y a principalement deux types de risques là, qu'on voit. C'est que la ville, ce n'est pas une surface plate. La ville a été bâtie originellement comme à Montréal, puis toutes les villes aussi. Il y a une topographie changeante, ce qui fait on est bâti souvent dans des anciens lits de rivières ou dans certains points bas topographiques, comme le montre la carte à droite en haut. Donc, c'est une partie de Ville-Marie. On voit en mauve, c'est les anciens cours d'eau. Puis en bleu, ce sont des cuvettes. C'est des modélisations qui montrent que lors d'une pluie, je ne dirais pas infinie, mais qui dépasse largement les capacités de nos réseaux, voici où l'eau s'accumulerait jusqu'à temps que de déborder par la suite là, pour continuer sa route. Là, le cercle rouge indique la cuvette sur laquelle on a installé qu'on a réalisé le projet de porte étanche. Cette cuvette-là, en fait, c'est, quand j'ai regardé d'anciennes cartes, historiquement, c'était un ancien marais, donc qui était à proximité du cours d'eau. Donc, on voit que c'est la réalité c'est la réalité du milieu, je dirais, la réalité naturelle. Et puis aussi, il faut tenir compte du fait que la ville maintenant se sont bâties, donc ça fait une minéralisation très importante du territoire, donc ça accélère grandement le ruissellement aussi. Donc, ça c'est vraiment le premier facteur de risque pour les bâtiments. Le deuxième, c'est le type de bâti qui peut présenter des vulnérabilités. Puis donc, souvent, le type de bâti, c'est lorsqu'il y a présence d'ouverture sous le niveau du sol, sous le niveau de la rue, je veux dire. Donc, des portes et fenêtres, souvent, en plus, lorsqu'il y a de la présence d'espaces habitables en sous-sol. Et aussi, si les gens n'ont pas mis en place les mesures de protection minimales requises, donc d'installer les clapets sur tous les équipements de plomberie au sous-sol, notamment. Aussi, à Montréal, il y a beaucoup de toits plats dans les plex, dans les vieux plex. Et souvent, il y a une seule conduite combinée qui veut dire que le pluvial du toit est raccordé avec le sanitaire, ce qui fait que si le réseau, s'il y a un refoulement d'égout, vous avez un clapet au sous-sol, mais il est possible que l'eau sorte au rez-de-chaussée ou à l'étage par les toilettes, les lavabos et tout ça. Donc, ce qu'on appelle un risque d'auto-inondation. Ici, les photos que je vous présente, c'est justement un bâti qui était dans une cuvette à gauche, qui était un vieux plex, qui n'a jamais eu de réclamation, qui n'avait pas vraiment de problème malgré l'accumulation d'eau, puisque le logement était légèrement surélevé. L'espace habitable était bien au-dessus du niveau de la rue. Toutefois, ce bâtiment-là a été racheté, démoli et reconstruit pour en faire un triplex, notamment avec un espace en demi-sous-sol, puis on voit un peu le rez-de-jardin qui est vraiment au même niveau que la rue. En 2022, il a été inondé du fait du nouveau type de bâti. Donc, ça, c'est important aussi de bien comprendre le degré de vulnérabilité du bâtiment, pas
parce que bien qu'un bâtiment soit dans une cuvette, il n'est pas forcément vulnérable. Enfin, donc, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on développe beaucoup de mesures pour, comme un peu comme montrait Hélène, on essaie de tester ces mesures-là, de les implanter, mais aussi, il faut s'arrimer avec la réglementation municipale. Celle-ci, présentement, n'est pas toujours adaptée au type de travaux qu'on veut faire. Je donne l'exemple du comblement. Dans certains arrondissements de Montréal, il est impossible ou il est impossible dans certains arrondissements de combler son entrée en contrepente parce que ça contrevenait à une exigence d'avoir un minimum d'espace de stationnement pour ce bâtiment-là. Donc, présentement, on fait beaucoup de travail avec nos collègues en urbanisme pour modifier la réglementation. Il y a toujours possibilité d'avoir des mesures de dérogation et autres, là, mais donc, on travaille fort pour travailler aussi bien pour faciliter les travaux dans l'existant, mais aussi pour empêcher des nouvelles constructions qui seraient vulnérables, justement, empêcher de créer de nouvelles vulnérabilités. L'autre aspect aussi, c'est que, par exemple, pour les portes étanches, Alicia va vous le montrer, mais ça nécessite des travaux de plomberie pour dévier la conduite de l'avaloir qui est devant la porte de garage. Donc, ça n'a pas été encore codifié à l'échelle provinciale ou autre. Par contre, nous, les schémas de plomberie type qu'on propose vont être intégrés dans notre réglementation 11010 qui est sur la protection des bâtiments contre les refoulements. Donc, tout ça pour dire enfin que c'est important de toujours bien documenter ce que vous allez faire, de planifier, puis surtout de bien travailler avec votre ville ou avec votre arrondissement, de s'assurer que ce que vous allez faire est conforme à la réglementation. Puis nous, de toute façon, c'est toujours intéressant parce que ça documente aussi, puis on est pour les prochains cas, parce que c'est pas chaque maison a des différences, fait que c'est important pour nous de pouvoir avoir de l'information sur vos projets aussi. Donc, je vais passer la parole à M. Pierre Martin, un résident exemplaire là, qui a collaboré très activement. C'est un peu grâce à lui qu'on a pu faire ce projet pilote. Merci, Pierre. Oui, bonjour. Je me présente. Mon nom est Pierre Martin. Je suis un des 4 propriétaires de maisons de ville construites en 1983 sur la rue Saint-Timothée avec des garages en contrepente. En 2005-2007, on a été inondé, donc on a dû nettoyer et refaire les sous-sols, mais à ce moment-là, on était couvert par nos assurances. En 2012, nous n'avions plus de couverture par les assurances, donc il a fallu reconstruire à nos frais. Donc à ce moment-là, 2 des propriétaires ont installé, comme vous pouvez voir à gauche, des portes de sous-marins, donc pour être capable d'être étanche. Mais finalement, on se rend compte que l'eau passait par le bas du mur et le plancher de la fondation. Et de notre côté, nous, on a essayé de se créer un bassin de rétention avec des toiles résisto. Mais finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est nos portes de garage, comme on les a actuellement, là, qui étaient pliantes, qui ont été défoncées par l'arrivée de l'eau de la rue. Donc, on a été inondé pareil. En 2019, 7 ans après une inondation, les assureurs peuvent nous réassurer. Donc, on a tous été réassurés. Mais le 13 septembre 2022 et le 13 juillet 2023, on était à nouveau inondés, donc en l'espace de 9 mois. Donc, après ces 2 autres inondations-là, nos assureurs ont refusé de nous assurer. Donc, nous étions à finaliser le remblement de nos garages, des terrains devant le garage pour être capable d'éviter. Donc, on était à conclure une entente avec une firme d'architectes et des contracteurs pour faire les travaux. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, ça ne nous garantissait pas de ne pas être inondés. Donc, Alicia est arrivée par miracle
et est venue nous voir pour son projet qu'elle avait de porte de garage étanche. Donc, on a décidé d'embarquer avec eux. Il y a eu l'installation des portes de garage des 4 maisons qui ont été faites en même temps. Et nous, de notre côté, on a payé pour les changements de plomberie qui a été suivi par les inspecteurs du service des eaux. Et on a, c'est ça, donc la plomberie changée. Et après ça, on a fait l'installation des portes par cette compagnie qui est fabricante d'Allemagne. Ils sont venus sur place avec Alicia et tous les services de la ville. On a fait les tests. Les tests se sont bien passés. Il y a eu un peu d'infiltration, mais tellement peu, et la sonde-pompe intérieure est capable de jouer pour ça. Donc, de ce côté-là, on a beaucoup d'espoir. Et donc, par la suite, on a contacté nos assureurs, leur expliquant le projet des portes de garage étanches, et ils ont décidé de nous réassurer encore. Donc, parce qu'en théorie, on n'aurait pas dû l'être. Donc, pour l'instant, on est bien heureux. Notre lac sur la rue Saint-Timothée ne s'est pas recréé encore, mais on a confiance que ça va améliorer notre sort de beaucoup. Merci. Super, merci Pierre. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi les mesures qu'on vous propose? Donc, évidemment, la première mesure, comme on l'a discuté, c'est les portes étanches. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière la stratégie des portes étanches? Donc, de façon assez évidente, c'est de remplacer les portes standards qui sont sous le niveau de la rue. Donc, autant les portes de garage que les portes d'accès au sous-sol. Il y a 2 produits qui sont possibles. Donc, ce qu'on vient faire, c'est vraiment créer une barrière physique à l'eau, dans le fond, pour vraiment contenir l'eau à l'extérieur du bâtiment. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est un schéma type d'une habitation au Québec. Ça, c'est dans le cas d'une situation où on a un réseau sanitaire et un réseau pluvial connecté, comme c'est le cas à Montréal. Donc, ce qu'on retrouve, c'est un puisard ou un envaloir, comme disait Rémi tout à l'heure, qui est... un envaloir qui est au-devant de la porte de garage, qui vient capter l'eau qui ruisselle dans l'entrée en contrepente. Et normalement, ce puisard-là est connecté directement à la fosse de retenue dans le garage. Ce qui arrive, en fait, c'est que si on remplace la porte standard par une porte étanche, on pourrait se retrouver dans la situation que l'eau passe sous la porte et vienne tout de même inonder le garage. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient détourner la conduite du puisard extérieur de la fosse de retenue qui est à l'intérieur du garage et on vient la connecter directement au réseau d'évacuation et on vient ajouter des clapets anti-retour. Donc, en situation d'inondation, quand le réseau est saturé et va avoir tendance à refouler dans les conduites, on est protégé par des clapets anti-retour. Et c'est important de mentionner que ce schéma-là, c'est un schéma pour un certain type de maison qui est problématique. Ce n'est pas le cas pour toutes les maisons. Donc, si vous voulez faire ces travaux-là, c'est évidemment de vérifier avec votre plombier et les réglementations de votre municipalité pour savoir qu'est-ce qui peut être fait. Donc, un peu plus sur le produit en tant que tel là, des portes étanches. Les portes étanches, comme disait Pierre, sont fabriquées en Allemagne et c'est vraiment un produit qui a fait ses preuves là, en Europe depuis plusieurs années. Le concept est assez simple. En fait, c'est une porte qui est faite d'un seul panneau. Là, donc, on n'a pas les 3 ou 4 panneaux comme on retrouve généralement au Québec. Donc, un seul panneau qui est fait d'acier galvanisé ultra résistant et qui est recouvert d'aluminium. L'aluminium peut être peinturé en différentes couleurs. Et une fois que la porte est fermée et qu'on est en situation d'inondation, la porte peut retenir une pression équivalente à une hauteur de 1,6 m d'eau devant la porte. Évidemment, ça dépend de la dimension de la porte. Ça, c'est un hauteur pour des dimensions standards de porte de garage. Et une fois la porte fermée et en situation d'inondation, la porte peut bloquer jusqu'à 99 % de l'eau. Et c'est ce qu'on va voir là, tout à l'heure. Je vais vous présenter des photos du test qu'on a fait sur la rue Saint-Timothée. Puis c'est vraiment impressionnant de voir le peu de quantité d'eau qui rentre à l'intérieur. Sinon, à gauche, ce que vous voyez, c'est un peu le mécanisme de fonctionnement de la porte. Donc, vous avez une braquette qui est attachée au bas de la porte et l'autre extrémité de la braquette est fixée à un système de ressort. Vous avez ce système-là de chaque côté de la porte.
Donc là, la porte est en train de se fermer. Donc, une fois la porte fermée, les ressorts sont tendus, ce qui permet à la porte de rester bien fermée. Et on a également le moteur de la porte qui va appliquer une force pour que la porte soit vraiment fermée contre le cadre. La porte, quand elle est livrée, elle vient avec un cadre en acier et on installe toute cette composition-là, dans le fond, dans l'ouverture de la porte. Et ce que vous voyez à droite, c'est un travailleur qui est en train de remplir tous les joints qu'on a entre les matériaux de calfeutrant pour que ça soit vraiment, vraiment super étanche comme composition. Et finalement, c'est important de mentionner que les portes sont isolées selon les standards qu'on a ici au Québec et au Canada. Donc, c'est une porte qui permet d'être utilisée l'hiver sans laisser trop de courant d'air froid rentrer dans la maison. Donc, au niveau de l'entretien, c'est vraiment le même genre d'entretien qu'une porte de garage standard, dans le sens que, bon, on vient inspecter annuellement les joints d'étanchéité, on s'assure qu'ils sont en bon état. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner, en fait, c'est qu'à l'intérieur de la porte, on a un joint là, partout sur le périmètre de la porte, et une fois la porte fermée, le joint est comprimé pour assurer l'étanchéité. Donc, c'est ce qu'on veut venir vérifier une fois par année, là, où... tout dépendant, le voir s'il n'est pas craqué ou décollé, on peut remplacer cette composante-là au besoin. Et si vous voulez protéger le joint pendant l'hiver, vous pouvez vaporiser d'un produit au silicone. Ça va permettre d'éviter que le joint colle, par exemple, sur le cadre et ça va assurer une meilleure protection, en fait, du joint. Et comme une porte standard, là, on vient graisser les rails juste que ça soit plus agréable, qu'on n'ait pas de bruit désagréable. Et si on fait toutes ces bonnes choses-là, on parle d'une durée de vie de 30 à 40 ans. Mais honnêtement, là, pour avoir vu la robustesse des portes, je pense que la durée de vie peut aller beaucoup plus que ça. C'est vraiment un produit qui est solide. Donc, si on ne rentre pas dedans avec notre voiture, je pense qu'il n'y a pas de risque que ça dure moins longtemps que ça. Et au niveau des garanties, c'est intéressant de savoir que le manufacturier offre 2 ans de garantie et 1 an par l'installateur. Donc, si votre porte brise en dedans de la garantie, si c'est réparable, l'installateur au Québec va pouvoir réparer votre porte. Et si ce n'est pas réparable, vous allez recevoir une nouvelle porte là, du manufacturier. Donc, un peu plus sur les travaux de plomberie. Ça, c'est le schéma que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on a vraiment un puiseur qui est connecté directement à la fosse qui est dans le garage. Donc, comme je disais, si on installe une porte étanche et qu'on ne fait aucun travaux sur notre plomberie, l'eau passe sous la porte et vient inonder le garage. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on fait, c'est le schéma qui est proposé à droite. Donc, on vient vraiment détourner la conduite du puiseur et on vient ajouter des clapets. Donc, en période de refoulement d'égout, quand on a une inondation, on a une accumulation d'eau devant la porte de garage. Et quand le réseau n'est plus saturé, dans le fond, les clapets vont s'ouvrir naturellement et là, l'eau va pouvoir s'écouler comme en période normale. Donc, c'est un peu ça la solution. Et comme Rémi l'a mentionné tantôt, ça, c'est quelque chose qui va être mis à jour dans les réglementations de la Ville de Montréal, mais ça a été validé quand même par la RBQ et la CMMTQ. Et finalement, un peu plus sur la liste des travaux que vous pourriez faire là, pour la plomberie. Dans le cas de la rue Saint-Timothée, on a dû faire une inspection de la plomberie pour déterminer où étaient les conduits, où on devait briser la dalle. Et ensuite, on a pu détourner les conduites là, qui se trouvent entre le puiseur et la fosse de retenue. Et on a ajouté, comme je disais, des clapets anti-retour. Et finalement, le plombier avait fait la finition de béton dans le garage. Julie, tu pourrais présenter la vidéo. On a un petit vidéo qui est très explicatif là, du schéma. Bon, alors ça, c'est la situation avant les travaux. Donc, lorsqu'on a une pluie torrentielle, le clapet de la fosse de retenue vient se bloquer. Là, on a une accumulation. L'eau passe par la porte de garage et par la fosse de retenue. Oups, tu peux peser sur play. Ouais. C'est juste une vue en plan là, pour mieux vous expliquer le phénomène. Donc, l'eau vient inonder complètement le garage. Ensuite, ça c'est en cas de pluie normale, l'eau s'évacue normalement.
Et là, en cas de pluie torrentielle, on a un refoulement d'égouts. L'eau des égouts vient rencontrer un clapet fermé. Et de la même chose, l'eau qui descend d'entrée en contrepente vient rencontrer un clapet fermé. Donc, il y a une accumulation devant la porte. Et quand c'est la fin des pluies torrentielles, l'eau s'évacue normalement par les drains. Donc, encore une fois, ça, c'est une autre vue de la configuration. Donc, c'est ça. Le refoulement est vraiment bloqué là, par les clapets anti-retour. C'est bon, on peut revenir à la présentation. Donc, un peu plus sur le projet pilote de la rue Saint-Timothée. Comme on disait, on avait 4 maisons chez qui on a installé des portes de garage étanches. Et ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu simuler une situation d'inondation. Donc, on est venu boucher le drain du puisard extérieur. Et on est venu complètement, carrément inonder les entrées de cour une à la suite de l'autre. Et ce qu'on a pu voir, là, ce que vous voyez à droite, c'est la quantité d'eau qu'on avait à l'intérieur des maisons. C'était la même situation là, pour les 4 voisins. Et dans le fond, on avait de l'eau là, à peu près jusqu'au sommet des murs ici. Là. Donc, c'est quand même une hauteur significative. Puis, on a gardé l'eau environ 20 à 30 minutes devant les portes. Et c'est ça la quantité qu'on a vue dans les garages. Donc, on s'entend que c'est vraiment concluant comme résultat. C'est assez impressionnant aussi d'être dans le garage puis de savoir qu'il y a environ 1,4 mètres d'eau derrière la porte et qu'il n'y a pas d'eau qui rentre finalement. Donc, c'est un test qui a été concluant. Et suite au test, on a réalisé plusieurs choses et on a plusieurs recommandations qui sortent en fait du test. Par exemple, le dernier voisin qu'on a testé, donc comme je vous disais, on remplissait un voisin à la suite de l'autre. Donc, le dernier voisin qu'on a rempli son entrée de cour, le voisin juste à côté a eu une infiltration d'eau par ses fondations. En fait, lui, il se trouvait dans une situation qui avait une grande fissure dans ses fondations qu'il croyait avoir réparée, mais il s'est rendu compte que la fissure était encore bien présente et l'eau est rentrée là, dans son garage. Donc, c'est juste une note pour dire que c'est super important de commenter les fissures et d'imperméabiliser les fondations parce que bien que les clapets et la porte soient une mesure assez complète, ça ne permet pas d'assurer l'étanchéité au complet de la maison. T'sais, on s'entend que l'eau va toujours trouver le moyen de rentrer dans votre garage. Donc, si vous avez une craque à quelque part, l'eau va trouver la façon de s'infiltrer. Donc, c'est vraiment de voir les mesures dans un tout et d'imperméabiliser vos fondations là, pour pas que l'eau rentre. Sinon, comme je disais, il y a une quantité importante de calfeutrant qui est utilisée pour assurer l'étanchéité des portes. Ça, c'est un produit qui résiste au froid, mais ne peut pas être installé au froid. Donc, les portes ne peuvent pas être installées l'hiver, simplement parce que, bon, on ne serait pas capable d'installer le calfeutrant qui est nécessaire aux portes. Et finalement, c'est de faire vos travaux par un plombier qui est certifié par la CMMTQ et de valider avec lui c'est quoi la meilleure configuration de votre plomberie et de travailler avec un entrepreneur qui est accrédité par le manufacturier de portes. Les travaux de porte diffèrent un peu que les portes standards, donc c'est vraiment de travailler avec quelqu'un qui a les compétences pour installer ce genre de porte-là. Donc ici, on a les coûts des travaux, ça c'est vraiment la page intéressante de la présentation. Donc, au niveau de la porte de garage, on parle d'environ 13 000 $ pour la porte. Au niveau de l'importation, ça, c'est les coûts basés sur le projet sur la rue Saint-Timothée. Le coût total était 3 600 qu'on a pu diviser par 4 portes. Donc, plus on a de portes, moins ça coûte cher pour l'importation, puisque l'on doit faire venir les portes en bateau de l'Europe jusqu'à Montréal. Ensuite, on a dû faire une inspection de plomberie, comme je mentionnais. Les travaux de plomberie, on parle environ 2 100 $. Évidemment, ça dépend de votre configuration et des travaux que vous effectuez. On a également besoin d'un moteur assez puissant pour ouvrir la porte. C'est quand même une porte qui est assez pesante. Là, donc, on parle de 1 000 $ environ pour le moteur. Et l'installation qui comprend l'installation de la porte et la modification du cadre, on parle d'environ 5 000 $. Donc, pour une porte de garage, on parle d'environ 22 000 23 000 $ pour tous les travaux, en fait, incluant la plomberie, l'installation et la porte. Et dans le cas de la rue Saint-Timothée, on n'avait pas de porte d'accès au sous-sol. Donc, le prix que vous voyez ici, là, 8 000 $, c'est un prix qui a été donné par le manufacturier. Évidemment, là, ce prix-là dépend de
la couleur de la porte, les dimensions, etc. Donc, si vous avez les 2 portes à installer, on parle d'entre 22, 30, 32 000 $ environ de frais de travaux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que suite au projet pilote, le programme de subvention Rénoplex a mis à jour son programme pour intégrer les portes étanches. Donc, pour une porte de garage, vous pouvez avoir jusqu'à 9 380 en subvention. Et pour une porte d'accès, on parle de 3 380 en subvention. Évidemment, ce programme-là est admissible selon certaines conditions. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, pour résumer, sur les portes étanches, si vous voulez installer une porte étanche chez vous, si vous êtes à Montréal, c'est de vous inscrire au programme Rénoplex. Le premier critère, c'est que votre valeur foncière de votre bâtiment doit être inférieure à 3 476 $ du mètre carré. Si vous voulez appliquer, là, vous avez la procédure pour déterminer votre valeur foncière en ligne sur le site de Rénoplex. Vous devez également habiter dans une habitation qui est de 1 à 5 logements. Ce n'est pas admissible pour les logements, les 6plex et plus. Et c'est pour des travaux de rénovation seulement. Ensuite de ça, vous devez obtenir un permis de construction pour les travaux. Ce n'est pas tous les arrondissements ou les municipalités qui vont demander un permis pour les portes de garage, mais c'est important de valider justement si vous en avez besoin d'un avant de commencer les travaux. Ensuite, contactez un plombier qui va pouvoir venir visiter votre maison et vous faire une soumission pour vos travaux. Contactez un installateur de porte qui est accrédité, comme je disais, par le manufacturier de portes étanches. Et vérifiez l'état de vos fondations et colmater les fissures si nécessaire. Et ensuite, on réalise les travaux, on fait les travaux de plomberie et on remplace les portes standards par des nouvelles portes étanches. Et si vous étiez admissible au programme Rénoplex, vous finalisez la demande et vous recevez votre argent par la suite. Donc, la deuxième mesure qu'on vous parle aujourd'hui, c'est le comblement. Donc, de façon assez simple, le comblement, ça consiste à carrément condamner son garage et remplir son entrée de cour pour vraiment éloigner le plus possible l'eau de rentrer dans son bâtiment. Donc, avant ce genre de projet-là, c'est important de contacter un ingénieur parce que, bon, là, vous faites des travaux sur votre fondation, donc peut-être vous allez avoir besoin de calcul de structure. Également, vous touchez à l'enveloppe du bâtiment, donc un architecte ou un technologue va probablement être nécessaire pour élaborer des plans. Et avec ces plans-là, vous allez pouvoir faire une demande de permis de construction là, pour votre comblement. Et encore une fois, si vous êtes admissible au programme Rénoplex, c'est de vous inscrire pour recevoir votre argent plus tard. Au niveau des travaux, ce qu'on vient faire, c'est on vient vraiment construire un nouveau mur de fondation dans l'ouverture qui est laissée par la porte de garage. On vient imperméabiliser les fondations. On vient prolonger le drain français ou carrément installer un drain français sur notre habitation si on n'en a pas déjà un. On vient retirer le pavé, ici on voit c'est de l'asphalte, de l'entrée en contre-pente. On vient condamner le puisard qui est ici, dans ce cas-ci, qui est devant l'ancienne porte parce qu'on ne veut pas que l'eau passe quand même par là. Ensuite, on vient remblayer la descente de garage avec du concassé. Le concassé va permettre vraiment de drainer une certaine quantité d'eau. Donc, c'est vraiment important d'y aller avec du concassé dans cette situation-là. Et un point important, c'est que quand on comble, on vient faire une pente vers la rue parce qu'on veut éloigner le plus possible l'eau de notre bâtiment. Et finalement, sur la surface qu'on a créée sur notre comblement, on vient ajouter du gazon ou des plantes indigènes ou du pavé perméable. Dans le fond, c'est qu'on veut vraiment que l'eau qui tombe sur cette surface-là soit captée par le sol. On ne veut pas, par exemple, en asphaltant toute cette surface-là, d'envoyer un volume d'eau plus important vers la rue. Et là, on détourne en fait le problème. Là. Donc, on veut capter une certaine quantité d'eau avec le comblement qui est fait. Et dans cette situation-ci, ils ont ajouté une fenêtre au-dessus du mur de fondation qui a été créé. Si vous voulez faire ce projet-là, il y a quelques contraintes à tenir en compte. Par exemple, si vous voulez convertir votre garage en chambre à coucher, c'est seulement important de considérer si vous avez toujours les issues nécessaires pour respecter le code. Par exemple, une chambre, ça prend une issue d'une certaine grandeur là, pour que les gens puissent sortir en cas de feu ou autre. Et au niveau municipal, généralement, quand on a une entrée en contre-pente, on a un droit acquis de stationnement. Toutefois, ce n'est pas tous les arrondissements qui permettent d'avoir un stationnement si on fait un comblement. Donc, si c'est quelque chose que vous souhaitez avoir,
c'est vraiment de valider si vous pouvez faire un stationnement, en fait. Au niveau des coûts des travaux, donc les coûts des travaux pour le comblement sont basés sur un projet qui a été fait à Montréal en 2022 et qu'on a mis à jour là, pour tenir compte de l'inflation. Donc, les coûts des travaux comprennent faire le mur de fondation, imperméabiliser, remblayer le tout et tous les travaux connexes, ajouter une fenêtre dans ce cas-ci. Donc, on parle environ de 17 000 là, les coûts des travaux. Évidemment, ça dépend de votre situation, du nombre de portes que vous avez, de l'état de vos fondations en général. Mais pour ce projet-là, on parle de 17 000 et à ça, c'est ajouté un 1 800 pour des honoraires d'ingénieur en structure. Donc, on a un total d'environ 19 000 là, pour les coûts des travaux de comblement. Et le programme Rénoplex offre 9 900 de subvention. C'est quand même considérable pour ce genre de travaux-là. Et à ces coûts-là, comme je disais, peuvent s'ajouter des honoraires d'architecte ou de technologue pour l'élaboration des plans et des frais pour le permis de construction. Ici, on a des variantes de ce que vous pouvez faire chez vous. Donc, les deux premières photos en haut, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu créer une cour anglaise. En fait, on est venu construire des murets de béton parce qu'on voulait garder l'accès au sous-sol, on voulait garder les belles portes qu'on avait. Et on est vraiment, de cette façon-là, on compartimente nos surfaces et on protège nos entrées au sous-sol. Et ce qu'on peut voir avec la photo à droite, c'est que lors de la pluie du 9 août, le sous-sol n'a pas été touché par l'inondation, donc ça a vraiment marché comme mesure. Et les deux photos en bas, on parle d'un comblement partiel. Donc, on avait une porte de garage et une porte d'accès au sous-sol. Donc, on est venu condamner la porte de garage, on est venu créer des murets de béton et des marches qui montent et qui descendent pour toujours avoir accès à la porte du sol. Donc, ça, c'est une autre solution que vous pouvez faire chez vous. Sinon, au niveau des recommandations générales, donc, si vous faites un comblement, comme je disais, c'est vraiment de mettre du pavé perméable si vous avez le droit de faire un stationnement, parce qu'on veut vraiment drainer la plus grande quantité d'eau possible et pas renvoyer ça vers la rue. Sinon, c'est de surélever vos électroménagers dans votre sous-sol. Si vous avez qu'une petite quantité d'eau qui vient inonder votre sous-sol, si vous avez des électroménagers qui sont surélevés, bien là, on vient protéger ces appareils. Ensuite, si ce n'est pas déjà le cas, c'est vraiment d'ajouter des clapets anti-retour sur chaque conduite d'appareil au sous-sol parce que les refoulements, c'est assez fréquent. On ne veut pas venir inonder là, par les égouts notre maison. Et ces clapets-là, dans n'importe quelle situation, là, c'est important de les entretenir régulièrement. Là. Donc, normalement, il y a un regard qui est installé avec le clapet qui permet le nettoyage. Donc, c'est vraiment de porter une attention particulière à ça. Et finalement, dans n'importe quel sous-sol, c'est vraiment d'assurer une bonne ventilation, une bonne gestion de l'humidité. Donc, s'il y a une petite quantité d'eau qui rentre, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas une création de moisissure, en fait, dans votre sous-sol. Ensuite, au niveau des ressources et subventions, donc comme je disais, il y a le programme Rénoplex qui est offert par la Ville de Montréal. Donc, outre les portes étanches et le comblement, on a d'autres petites mesures là, qui peuvent être ajoutées aux subventions que vous demandez. Par exemple, si vous avez que de petites quantités d'eau qui se rendent dans votre garage, peut-être que d'installer un dos down à l'entrée de votre entrée en contrepente va être suffisante là, pour empêcher que vous soyez inondé. Donc, vous pourriez avoir jusqu'à 1 000 $ par bâtiment pour un dos down. Sinon, pour les clapets anti-retour, on parle de 560 $ par clapet. Et là, on a d'autres mesures. Là, par exemple, vous déviez le drain de toit vers une surface végétalisée par le 3 600 par bâtiment. Les fissures également, j'en ai parlé, mais si vous réparez les fissures, vous pourriez avoir de l'argent pour ça. Et si vous n'êtes pas à Montréal et que vous n'avez pas accès à ce beau programme de subvention, c'est vraiment de vérifier avec votre municipalité pour des programmes dans votre ville. Je sais que certaines villes vont offrir jusqu'à 3 000 $ par exemple, pour des barils de pluie, des jardins de pluie ou autres mesures de prévention de la sorte. Donc, c'est vraiment de voir avec eux qu'est-ce qui peut être fait. Donc, voilà, pour les subventions. Donc, on va arriver à la période de questions. Juste avant qu'on pose les questions, je voulais mentionner qu'en ce moment, Écohabitation, on travaille avec la Ville de Montréal sur un projet pilote pour un nouveau programme d'accompagnement. L'objectif, c'est de déterminer les besoins qu'ont les gens pour être accompagnés
pour installer des mesures comme ça là, chez eux. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Si tout fonctionne bien et qu'on peut développer le projet, je vais juste vous dire que ça serait un programme qui serait accessible au printemps. Donc, avoir le développement de cette prochaine mesure, prochain programme. Sinon, c'est ça. Je pense qu'on peut passer aux questions. Alicia, j'inviterai les différents présentateurs à ouvrir leur caméra micro. Je vais afficher l'équipe. Peut-être, si je me permets un petit mot, Alicia, il y a une vidéo disponible sur YouTube du projet pilote. Si les gens vont sur YouTube, font écohabitation, maison résiliente, je pense, ou quelque chose comme ça, vous pourrez voir le projet pilote et puis le test. Et donc, ça peut être très intéressant là, de voir toutes les étapes qui ont été faites. Là, c'est une vidéo très intéressante. Bon, ben je pense que la question s'adresse à moi. Écoutez, je n'ai pas la donnée là, mais je sais pas, je peux pas y répondre. Je n'ai pas l'information. Il faudrait que je la cherche. Malheureusement, là, je ne peux pas répondre à cette question-là. Ça aussi, Rémi, ça va être pour toi, je oui. pense. Donc, si vous sur Internet, il y a une carte des différentes vulnérabilités au changement climatique qui existent, qui est disponible. Donc, je pense que Montréal, carte vulnérabilité, changement climatique, et puis vous allez tomber dessus. Puis il y a les différents. Il n'y a pas juste la vulnérabilité aux pluies, là, mais dans cette carte-là, il y a la carte des cuvettes. Fait que vous sélectionnez la couche d'information, puis vous pourrez voir un peu les zones qui peuvent être en principe plus vulnérables au risque d'inondation. Sybille Zettel, pendant la présentation, a partagé le lien dans... Ah, OK. Merci. Sybille Zettel travaille au bureau de la résilience de la Ville de Montréal, donc, fait que peut-être qu'on pourrait le recoller. Merci, Sybille. Oui, ça serait intéressant de pouvoir partager ça. Bon, ça s'adresse un peu aussi à moi. Ben, présentement, ça dépend de chaque ville, de la réglementation d'urbanisme. La personne à l'émission des permis vérifie la conformité à la réglementation existante. Comme je disais, on est en train de modifier la réglementation des arrondissements. Déjà, Ville-Marie l'a fait pour tenir compte des cuvettes, justement, pour s'assurer qu'on n'émette pas un permis de construction avec, par exemple, un logement ou un multiplex avec un rez-de-jardin, par exemple, dans une zone de cuvette. Fait qu'il y a beaucoup d'évolutions en cours, là. Fait que donc, il faut vraiment vérifier au cas par cas. Fait que c'est variable d'une ville à l'autre, d'un arrondissement à l'autre. Mais à Montréal, de plus en plus, là, on va tenir compte là, des zones, des points bas topographiques là, qui présentent un risque plus élevé d'inondation. J'entends rien. Quel clapet on propose? Normalement, c'est des clapets de type normalement fermé. Ça, c'est les clapets qui sont utilisés là, après chaque appareil de plomberie ou, comme je disais, là, entre la conduite du puisard ou de la fosse de retenue. Il y a d'autres clapets dans certaines situations qui peuvent être utilisés, mais ça va vraiment être à valider avec le plombier, dépendamment de votre configuration. Le nom de la porte, ça s'appelle Aqualock. Pour l'instant, c'est la seule compagnie là, qu'on a trouvée qui faisait ce genre de porte-là. Peut-être qu'éventuellement, on va avoir la chance qu'ils développent un marché au Québec, mais on n'est pas là en ce moment. Donc là, on doit faire livrer la porte d'Allemagne. Donc, Aqualock, le nom de la porte. Bon, un peu qu'est-ce que je viens de dire. En ce moment, on n'a pas de manufacturier québécois qui fabrique les portes. Je pense que
c'est pas impossible là, qu'il y ait un intérêt qui soit développé à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment au début. Peut-être qu'une compagnie va trouver l'intérêt économique là-dedans, mais pour l'instant, non. Comment qu'on évite que le pluie à l'intérieur déborde? Donc, c'est un peu ce que je disais, c'est que en détournant le puisard extérieur de la fosse intérieure, il n'y a plus l'eau qui s'accumule dans l'entrée en contrepente, ne vient plus dans la fosse de retenue, est complètement déviée de la fosse de retenue. Donc, la fosse de retenue, c'est l'eau du garage, par exemple, je ne sais pas, vous faites un lavage dans le garage, ça pourrait être l'eau qui pourrait s'accumuler. Parfois, il y a les drains français qui passent par la fosse de retenue, puis on a une pompe qui évacue l'eau. Mais normalement, avec le détournement là, de plomberie, il n'y a pas d'eau vraiment là, en cas d'inondation qui passe par la fosse de retenue. Ça, je n'ai pas de photo. C'est vrai que j'aurais dû le mettre dans ma présentation. Mais dans le fond, partez du principe que c'est une porte avec un panneau. Ça ressemble vraiment à une porte de garage. C'est juste que la dimension est plus petite. Donc, c'est ça. C'est vraiment une porte faite d'un seul panneau qui... de l'Europe, du Stormmeister, qui ont différents types de portes, même des portes vitrées. Je vais coller le lien, là, mais c'est encore des portes qu'il faut faire exporter. Et voilà. Donc, ça, vous avez les deux. Puis, il faut faire attention. Je veux juste faire une mise en garde par rapport aux portes étanches. En fait, ces portes étanches-là, surtout pour les portes d'entrée, les portes d'accès comme celle-là, c'est des portes qui ont été développées pour être insérées dans des murs en maçonnerie, donc dans des constructions comme on voit plus en Europe. Il n'y a pas encore d'études réalisées pour s'assurer encore de l'efficacité ou de la... Vraiment, à vrai dire, on est avec le CNRC à Ottawa pour essayer de développer des spécifications encore en mesure de recommander ce genre de mesures-là. Possibilité que ça fonctionne. Bon, la question, j'imagine que c'est pour la question pour Rénoplex. Donc, présentement, ça s'adresse uniquement aux résidents, aux propriétaires de vieux plex de la Ville de Montréal. Donc, rien n'empêche les villiers de développer leur propre programme au besoin. Là. Mais le but Rénoplex était au départ vraiment d'aider à la rénovation des plex, parce que souvent, on sait, ils ont plus de 50 ans, 70 ans. Donc, de faciliter les travaux, un peu de mise aux normes et tout ça. Puis, on a intégré un volet résilience à l'intérieur de ce programme-là. Fait que présentement, c'est quand même, ça s'adresse à une certaine clientèle, je pourrais dire. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais c'est aussi uniquement sur le territoire de la Ville de Montréal. Par exemple, de construction, je ne sais pas si on parle d'autres installations de portes étanches ou s'il y a beaucoup d'entrées en contrepente. Je peux répondre pour le comblement. Les photos que vous avez vues, sauf celle où on voyait l'espèce de maison avec la porte devant puis un muret, mais toutes les autres photos, c'est des exemples de Montréal. Il y a eu quand même plusieurs plex, plusieurs propriétaires qui ont décidé de combler avant même la création du programme et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui existe à Montréal, là, qui n'est pas très fréquent, mais on commence à voir, là, suite au fait que les gens veulent, je les comprends tout à fait, là, veulent régler le problème définitivement. Là. Mais c'est vraiment, ce que vous avez vu, c'est à Montréal. Écoutez, peut-être Alicia pourra compléter, mais il faut vraiment bien analyser, c'est ce que je disais dans ma présentation, bien analyser le problème que vous vivez, parce que si jamais des fois, c'est que votre arrière-trottoir de votre descente de garage est plus basse que le trottoir de chaque côté, déjà, juste poser un dos d'âne sera suffisant. Donc, si l'accumulation d'eau sur la rue est de 10 cm ou moins, ça, c'est le genre de mesure qui n'est vraiment pas très coûteuse et qui va assurer une protection efficace. Mais par contre, il y a des zones où l'accumulation d'eau peut être de 30
30 cm et plus, ben là, ça dépasse le niveau des trottoirs, puis ça va aller vers votre résidence. Fait que ça dépend toujours du cas. C'est pour ça que je dis il faut vraiment bien étudier avant de voir trouver la bonne solution pour régler le problème. Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça va être de... Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse à ça. Là. C'est pas quelque chose qui a été... Non, je n'ai pas de réponse là-dessus. Non, c'est ça. Une pente douce, en général. Oui, il n'y a pas de... Si on parle d'un pavé perméable, je pense qu'il n'y a pas vraiment de pente limite. Mais c'est sûr que dans une descente normale d'une entrée en contre-pente, ce n'est pas le genre de choses qu'on verra, parce que l'eau la pente est quand même assez forte. L'eau va ruisseler là, vers le garage. Elle n'aura pas le temps de s'infiltrer. C'est vraiment pour des pentes douces, là, donc des stationnements plats là, à l'horizontale. Nous, en fait, on peut vous accompagner dans le processus. C'est quelque chose qui vous intéresse, c'est de nous contacter pour qu'on vous accompagne là-dedans. Donc, je ne sais pas, ça serait le meilleur moyen. Là. Julie, je ne sais pas si on a une adresse courriel qu'on donne avec le courriel qu'on va envoyer, mais ça serait de nous contacter par ça. Là. Je ne sais pas si tu peux confirmer, Julie. Suite à la conférence d'aujourd'hui, on va vous envoyer un paquet d'informations là, par courriel, puis on inclura l'adresse à contacter pour l'accompagnement à ce sujet-là. Un puits sec, je ne suis pas trop sûre de savoir la question. Vas-y, Rémi. Si on parle d'un puits sec souterrain, je pense qu'il peut être quand même efficace l'hiver. C'est sûr qu'en surface, il va peut-être geler. Ben, ça dépend comment c'est fait. Mais je pense je ne peux pas vraiment répondre. Je n'ai pas étudié la question en profondeur. Là. On est en train de développer des choses au niveau des jardins de pluie en particulier. On veut développer on veut favoriser ça parce que, comme on disait, on veut essayer de réduire à la source le ruissellement vers la rue, vers le réseau d'égouts. Donc, plus on fait du verdissement sur les terrains privés, plus ça contribue aussi à réduire la surcharge sur le réseau d'égouts. On a aussi une réglementation pour les 1000 mètres carrés et plus qui exige de la rétention et de l'infiltration. Donc, bref. Mais cette question-là particulière, je pense que je ne peux pas y répondre. Donc ça a été un peu mentionné, là, le fabricant de portes, c'est les portes Aqualock. Je vous ai envoyé le site Internet dans le chat. Et l'importation, en fait, c'est vraiment géré par l'installateur et le manufacturier. Dans le fond, eux sont en contact là, constant. Donc, si c'est un projet qui vous intéresse, vous pouvez contacter l'installateur, puis lui va s'occuper avec le manufacturier d'organiser l'importation. Donc, ça, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de vous en faire avec. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. C'est quelque chose qu'on a moins analysé, la question des cours anglaises. Mais comme je disais tantôt, là, on veut tester différentes mesures éventuellement. Donc, ça va être un des cas particuliers à analyser. Je ne peux pas vous répondre maintenant parce qu'on ne l'a pas analysé plus que ça. Je ne sais pas, Rémi, tu as peut-être des solutions. Écoutez, on a eu un cas et que Hélène connaît aussi d'un bâtiment qui a des cours anglaises. Souvent, une des seules solutions, c'est de mettre des murets et puis de mettre des marches montantes, un peu comme l'exemple de tout à l'heure, la photo là, du comblement, puis ils ont fait des escaliers qui montent et redescendent. Peut-être c'est à peu près la seule solution potentielle là, à mettre en œuvre. Là. Puis, par contre, il y a des enjeux des fois d'ensoleillement et tout ça. Mais il existe aussi des vitres et tout ça, mais c'est des solutions qui sont peut-être assez coûteuses. Ça dépend des cas, mais c'est à peu près ça, c'est d'avoir un muret et de ne plus être au niveau de la rue, finalement. Là. La réponse va vraiment beaucoup dépendre effectivement du contexte. Donc, il y a plusieurs cas de figure où certaines mesures ont été mises, appliquées, justement des mesures de résistance donc, qui visaient à réduire l'eau, mais l'eau trouve souvent son chemin d'un endroit qu'on n'avait peut-être pas soupçonné. Fait
la réponse, c'est compliqué, ça dépend, ça mérite une étude cas par cas avant de proposer une recette. C'est ça. Voilà. Merci. Écoutez, pour la Ville de Montréal, présentement, on a déjà subventionné les petits barils, mais pour le moment, il n'y a pas de subvention pour ce genre de mesures-là. On regarde vraiment pour modifier peu à peu le programme, mais avant tout, on veut toujours vérifier, documenter, tester dans la mesure du possible, là, mais on n'est pas rendu là encore. Oui, vous êtes éligible à la subvention si vous êtes admissible selon les critères, là, même si vous n'avez pas été inondé, vous êtes admissible. Là. Ils vont pas. C'est pas un critère d'admissibilité d'avoir déjà été inondé. Ça, c'est du débordement à l'intérieur ou. Oui, je pense que c'est que l'eau qui rentre dans la fosse de retenue par les drains français. À Montréal, notre réglementation exige d'avoir une pompe puis un système de backup qui renvoie l'eau. Si jamais il y a un refoulement d'égout, le clapet va être en fonction, puis à ce moment-là, l'eau va être envoyée à l'extérieur. Ça, c'est un peu particulier à notre règlement 11010, mais je ne peux pas parler pour les autres villes, là. Mais c'est une chose qu'on exige là, normalement. Là. Ben, je pense que dans n'importe quelle cour anglaise, là, il peut s'accumuler de l'eau. Donc, il faut avoir un drain qui va permettre l'évacuation de l'eau. Mais encore une fois, là, ça, c'est une mesure qui reste à développer. Tous les éléments qui doivent être pris en compte pour ce genre de projet-là. Donc, rapidement, je dirais oui, mais à valider. Rémi, je ne sais pas si à la ville. Ça dépend dans des plex, souvent, il y a beaucoup de plex qui n'ont même pas de drain français là, en façade ou à l'arrière, là, puisque c'est des maisons arrangées, des bâtiments arrangés. Il n'est pas obligatoire forcément, là, mais c'est toujours conseillé d'avoir un drain français là, dans la partie accessible. Là, donc, ça dépend aussi. Beaucoup de gens à Montréal, il y a de l'eau souterraine là, qui peut monter. Beaucoup mettent des drains aussi pour éviter les infiltrations d'eau. Donc là aussi, ça peut être bon d'en avoir, mais il n'y a pas de lien, c'est pas obligatoire là, d'avoir des drains français si on installe une porte étanche. Mais par contre, la porte étanche, il faut bien comprendre qu'il faut que vous compreniez bien la source de votre inondation. Parce que si jamais vous mettez une porte étanche, mais vous avez encore des points de vulnérabilité ailleurs, soit au niveau de clapets non fonctionnels, mal installés ou absents, ou qu'il y a de l'infiltration d'eau par les fondations, ben là, je veux dire, la porte étanche va vous garantir de ne plus être inondé par la descente de garage. Mais c'est à vous de voir aussi si vous n'avez pas d'autres sources de vulnérabilité. Vas-y, Hélène. Oui, en fait, ben, la réponse, c'est que ce n'est pas le code du bâtiment qui va permettre ce genre de construction. C'est vraiment une question de règlements municipaux. Donc, c'est chacune des administrations locales qui va pouvoir, dans ces règlements de construction, règlements de sauvetage, pas de sauvetage, mais de zonage ou d'intégration architecturale, permettre ou non la construction d'une maison avec une entrée contre-pente. Je sais que certains arrondissements, la Ville de Montréal, qui ont déjà identifié leur secteur en cuvette, refusent d'emblée les constructions avec... Je peux vous donner l'exemple de Saint-Léonard qui interdit maintenant tout nouveau plex avec des entrées en contre-pente dans les nouvelles constructions. Donc, ça dépend, mais ça va varier. Il y en a qui vont y aller par zonage, d'autres sur la totalité du territoire. Donc, c'est de vérifier auprès de votre administration locale. Donc, ça a été répondu. On va vous revenir après là, le webinaire. Vous allez avoir un contact dans le courriel.
Ça, Rémi, peut-être que tu peux répondre. Faut vérifier, comme je dis toujours, c'est pour ça que dès le début, je disais, vérifiez auprès de votre arrondissement, vous faites des plans, vous regardez, vous vous renseignez déjà si c'est possible de le faire. Si oui, ben vous faites faire des plans, puis après, vous les faites vérifier auprès de la municipalité pour s'assurer de la conformité à la réglementation. Mais c'est toujours intéressant parce que la réglementation d'urbanisme évolue sans cesse, puis comme je disais, les administrations municipales sont de plus en plus soucieuses de mettre en place des mesures ou de faciliter les travaux pour les gens. Donc ça aide souvent aussi à faire évoluer les choses dans notre propre réglementation. En fait, c'est pas une solution qui est vraiment viable parce que je vous explique, là, si on détourne la conduite, mais qu'on n'a pas de porte étanche, ce qui va arriver, c'est que on va avoir un refoulement d'égout, notre clapet va se fermer et l'eau qui descend dans le garage va rencontrer un clapet fermé. Donc, l'eau va quand même s'accumuler, mais là, on n'a pas de porte étanche. Donc, notre porte de garage va être défoncée par l'eau. Donc, on va quand même avoir une inondation. C'est vraiment des mesures qui marchent ensemble pour vraiment faire les deux. Et c'est important de mentionner que si vous voulez être admissible pour la subvention pour les portes étanches, vous devez faire les travaux de plomberie également. Si, évidemment, là, c'est la configuration que vous avez, celle que vous avez présentée. Donc non, c'est pas une mesure qui peut être utilisée seule. Oui, ça, je pense que c'est. Je connais pas celle-là exactement, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est temporaire. Je la connais. En fait, le flow stop, c'est un peu comme un paddleboard. C'est une barrière anti-inondation gonflable qui va s'insérer et qui va tenir en pression dans le cadre de porte. Ça peut fonctionner dans certains cas, mais encore là, il faut être là au bon moment, la mettre en place au bon moment et c'est ça. Fait que c'est une mesure temporaire qu'il faut mettre en prévention d'une inondation. Oui. Ça peut être une solution pour quelqu'un qui est à peu près tout le temps là l'été chez eux, parce que c'est ça le problème, c'est que les épisodes d'orage intenses arrivent relativement rapidement. On n'a que quelques heures devant nous, des fois, une fois qu'on sait que la cellule orageuse s'en vient. Fait que si vous êtes parti pour le week-end, à moins d'installer le bâtard d'eau, comme on appelle souvent, là, à chaque fois qu'on part, c'est d'autres solutions. J'ai envie de vous dire, pour en apprendre davantage sur FlowStop et d'autres types de bâtards d'eau de la sorte, suivez-nous pour les prochains webinaires, en fait, les webinaires qui vont avoir lieu en 2025, parce qu'on est en train d'en tester en ce moment même dans ce que j'appelle la piscine à vagues, donc un gros bassin à houle au CNRC, là, au Centre canadien de recherche. Donc, on est en train de mettre à l'épreuve FlowStop ainsi que d'autres barrières temporaires. Donc, à suivre. Donc, une cuvette, c'est vraiment une cuvette. En résumé, c'est que dans la ville, il y a des fois, vous circulez puis vous descendez et remontez. La cuvette, c'est la zone la plus basse dans un petit secteur. C'est une dépression topographique. C'est un point bas topographique local dans lequel, généralement, si le réseau d'égout est saturé, l'eau de la rue va se diriger naturellement. C'est la gravité qui joue. Puis que là, l'accumulation d'eau va aller jusqu'à la limite en aval de la cuvette pour poursuivre sa route. Donc, ça vous donne une idée. Si la cuvette est 1 mètre plus basse que le reste du secteur, il y a une possibilité d'accumulation de jusqu'à 1 mètre d'eau éventuellement. Donc, c'est simplement ça, un point pas topographique. Puis, à ça, c'est souvent là aussi, pas toujours, mais c'est souvent là qu'il y a des collecteurs municipaux, donc que tout ruisseler ou s'accumuler rapidement dans les collecteurs. Donc, ça fait une surcharge des réseaux aussi. Donc, il y a différents niveaux de cuvettes, certaines qui sont pires que d'autres. Oui,
Allez-vous faire un webinaire pour les mesures à prendre pour les duplex à toit plat sans garage en pente? Donc oui, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir une série d'au moins 3 autres webinaires en 2025 qui vont être issus des essais techniques, des différents tests qu'on fait avec différentes équipes de recherche, dont Éco-Habitation qui participe à l'ensemble de l'œuvre. Donc voilà, c'est encore une invitation à nous suivre pour la suite. Beaucoup à tous. Merci à tous les présentateurs, présentatrices de cette conférence. On vous remercie d'avoir été présents. Comme souligné, là, on n'a pas répondu à toutes les questions parce qu'on va vous communiquer ces informations-là suite à la présentation d'aujourd'hui. Donc, restez à l'affût de votre boîte courriel. Vous allez recevoir beaucoup d'informations de notre part. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne action. Oui. Au revoir.